Et c'est leur Philippe de l'info média du jour. Ils ont pour la plupart moins de 5 ans, ils sont français et françaises et vivent à même le sol dans la poussière des camps syriens. Leurs parents ont fait un choix mortifère, celui de rejoindre les rangs de Daesh, et aujourd'hui ce sont eux les enfants qui en subissent les conséquences. Bombes à retardement pour la France ou enfants en détresse que leur pays doit sauver. Daesh, les enfants du soupçon, c'est le titre d'un documentaire choc réalisé par Sophie Parmentier et Hélène Lamtrong, diffusé ce soir sur France 5. Durant 18 mois, elles ont suivi 3 familles, des grands-parents qui tentent de faire revenir leurs petits-enfants en France et une mère revenue de Syrie avec ses 2 enfants dont elle tente, elle, de récupérer la garde en attendant son procès. 300 enfants sont encore retenus dans des camps de Syrie ou des prisons d'Irak et c'est leur histoire que vous avez décidé de raconter. Hélène Lamtrong, bonjour. Bonjour. Vous co-réalisez ce documentaire avec Sophie Parmentier, je l'ai dit, vous suivez ces histoires d'enfants depuis non pas la Syrie mais depuis la France. Pourquoi ce choix ? Alors pour 2 raisons. La première raison, c'est que ces enfants, ce sont des petits Français. Donc rattacher leur histoire à notre quotidien, à notre actualité, c'était important pour nous pour ramener cette problématique qui est souvent traitée de manière assez conceptuelle sur le terrain du quotidien. Parce que ces enfants, en fait, ce sont nos enfants, que ça nous plaise ou non. Il n'y a pas des bons enfants français et des mauvais enfants français. Ils font partie de notre histoire. Donc voilà, c'était important pour nous d'ancrer les problématiques qui les concernent dans le quotidien de leur famille, à eux, ici en France. Mais évidemment, si vous avez choisi ce sujet, c'est pas innocent. Les gens qui nous écoutent se disent, il n'y a peut-être pas de bons enfants et de mauvais enfants, mais il y a de bons parents et de mauvais parents. Et c'est ça qui est si complexe dans votre sujet. C'est complexe, mais jusqu'à présent, en France, on n'a jamais fait porter aux enfants la responsabilité des mauvais choix de leurs parents. Des enfants de criminels, on en a des milliers en France, on en a depuis toujours. On a eu des enfants de criminels de guerre aussi pendant la guerre. Donc c'est vrai que s'intéresser à eux, autrement que comme étant seulement les enfants de leurs parents, précisément, c'était un des objectifs du film. Et on en parlera tout à l'heure, évidemment, avec les juges pour enfants, c'est que la crainte qu'il y a, vous parlez d'enfants de criminels, on se dit ils vont pas forcément être criminels, mais quand vous avez un enfant qui est embrigadé par Daesh, à qui on montre des vidéos absolument horribles de décapitation à l'âge de 5 ans, arrive ce mot, la bombe à retardement. On en parlera tout à l'heure, on va pas tout raconter dans l'ordre. Alors, d'abord, vous avez suivi ces enfants pendant 18 mois, mais il vous a fallu encore plus de temps pour avoir les autorisations nécessaires. Comment avez-vous fait ? Ça a été compliqué de pouvoir tourner. Alors ça a été le travail essentiellement de ma co-réalisatrice, Sophie Parmentier, qui est une journaliste à la concurrence, qui est spécialisée dans ces questions de djihadisme et qui, grâce à la confiance qu'elle a gagnée auprès des interlocuteurs après plusieurs années de travail sur ces questions, a pu nous ouvrir des portes. Ouais. Mais malgré ces portes ouvertes, ces entrées un petit peu privilégiées, ça a été très compliqué parce que les portes quand même ont été essentiellement fermées. Ça a été beaucoup de noms, beaucoup de portes qui nous ont été claquées au nez et il nous a fallu beaucoup de patience et beaucoup d'espoir aussi finalement. Ça a fini par payer. Et beaucoup de précautions puisque quasiment tous les intervenants de ce film sont floutés. On ne voit presque pas de visage. Par exemple Gladys, on ne voit pas son visage. On ne voit pas les visages des enfants et les grands-parents, c'est limite. Alors les enfants... C'est un choix parce qu'ils sont mineurs, j'imagine. Voilà, ils sont mineurs et puis on sait très bien qu'ils auront à assumer plus tard cette histoire qui est la leur, mais à travers celle de leurs parents. Et voilà, c'est un poids qu'on n'aurait pas pu leur faire porter. En ce qui concerne les adultes, les mères comme Gladys, donc qui est la mère de deux jeunes garçons, ils sont partis en Syrie, ils sont rentrés désormais. Gladys n'est pas jugée. Donc c'est vrai qu'elle n'a absolument pas envie d'apparaître à visage découvert et que ça puisse avoir une influence néfaste ou pas sur son avenir judiciaire et son avenir tout court. D'autant qu'on la voit, elle est en liberté, elle ne peut pas avoir accès librement à ses enfants, mais elle vient de trouver un travail, donc on voit qu'elle a une vie entre guillemets normale, elle n'a pas leur garde. Les 2 petits sont placés dans des familles d'accueil. Elle a cherché à les récupérer. Elle risque 10 ans de prison, Gladys, pour association de malfaiteurs terroristes. Rejoindre Daesh, c'est forcément une erreur qu'on paye toute sa vie, lui dit son avocat. Toute sa vie, vous aurez ça derrière vous. Je ne vais pas dire qu'il porte sa croix parce que c'est pas une croix, mais ce sont les enfants qui payent surtout. C'est ça que vous vouliez montrer. Voilà, ce sont les enfants qui payent et encore une fois des enfants qui n'ont pas fait le choix. Il faut différencier les enfants dont on parle, qui sont des enfants de Français radicalisés, d'adolescents français qui, séduits par le discours de Daesh, auraient pu décider de leur propre chef, en dépit du fait qu'ils étaient mineurs, de rejoindre Daesh. Ces enfants, ils n'ont pas rejoint Daesh. Ils ont été emmenés par leurs parents dans leur bagage. Donc, en aucun parfois, cas, ils sont nés là-bas. Et souvent, ils sont nés là-bas, parce que ce sont des enfants qui sont très petits. En majorité, ils ont moins de 6 ans. Vous suivez également Lydie et Patrice, dont la fille Julie s'est radicalisée avant de partir en Syrie avec un bébé. Elle a eu ensuite 3 autres bébés sous l'État islamique, et ses grands-parents ont remué ciel et terre pendant des mois pour la faire revenir avec ses enfants. Seuls 3 d'entre eux ont fini par être rapatriés dans le premier avion militaire que la France avait envoyé au Kurdistan syrien en
en mars 2019. Des enfants marqués physiquement et psychologiquement. Extrait. Le dernier avait une jambe cassée quand il avait 3 mois. Elle est atrophiée, donc il y a des difficultés à marcher, alors qu'il a déjà 1 an. Bon, lui a eu aussi des éclats d'obus sur le visage, donc il a des cicatrices. Le deuxième, il a 3 ans, mais il est né... Il était rachitique déjà en étant déjà petit, il était rachitique par manque de nourriture. En plus, il a des problèmes intestinaux assez graves, d'après ce que nous disent. Et l'aîné, il est traumatisé, il ne parle pas, il regarde dans le vide. Donc, on le voit, il a dû vivre hébété. quelque chose de terrible. Comment vont-ils aujourd'hui ? Alors ils vont plutôt bien, compte tenu de ce qu'ils ont vécu. Ces enfants, ils ont été rapatriés par la France. 3 frères qui ont un autre petit frère ou une petite sœur, on ne sait pas, qui est décédé dans un bombardement avec leur mère. Et ces 3 garçons, pour ceux qui en ont l'âge, sont scolarisés. Donc D'accord. les 2 aînés sont scolarisés. Ça se passe bien. Et celui qui parlait pas s'est remis à parler ? Il s'est remis à parler français, je tiens à le préciser, très rapidement. Alors vous suivez un autre couple de grands-parents, Suzanne et Marc, qui se battent pour faire rapatrier leurs 4 petits-enfants retenus depuis 2018 dans un camp syrien. L'aîné, qui s'appelait Nassim, 9 ans, passait tous les week-ends chez eux avant d'être emmené en Syrie par ses parents. C'est grâce à leur échange par texto, messages vocaux, que vous avez réussi à reconstituer leur quotidien. Voilà, c'est un quotidien qu'on raconte avec de l'animation. D'abord parce qu'on n'a pas pu aller tourner en Syrie, c'est pas faute d'avoir essayé. Dans le film, les grands-parents eux-mêmes essaient d'aller rencontrer leurs petits-enfants à Roj, au nord de la Syrie. Ils ne parviennent pas à y aller. Et nous dit-on chez les Kurdes, c'est une information que je n'ai pas vérifiée mais que j'ai vécue, ce seraient les autorités françaises qui empêcheraient les tournages au long cours, autrement que très rapidement, de journalistes français dans ces camps en Syrie. Vous parlez d'animation, je précise, c'est des dessins animés où on les voit, animés, c'est voilà. symbolisé et c'est très très beau, très pudique et en même temps ça montre quand même cette horreur. Vous restez avec nous, on continue, parce qu'il y a un 3e cas dont il faut qu'on parle. Daesh, les enfants du soupçon, c'est le titre du film diffusé ce soir à 20h50 sur France 5, qui parle de ces enfants qualifiés par un procureur de bombes à retardement. Depuis, ils font peur à l'opinion publique. Sophie Parmentier et Hélène Lamtronc, qui est notre invitée, ont suivi le destin de ces enfants pendant plus d'1 an, Philippe. Hélène Lamtronc, votre film pose plusieurs questions, notamment la potentielle capacité de nuisance de ces enfants. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, ni les violences auxquelles ils ont assisté. Parole assez rare, vous avez pu interroger la juge des enfants et le président du tribunal pour enfants de Bobigny. C'est le tribunal le plus proche de Roissy, où atterrissent les enfants rapatriés de Syrie, d'où le tribunal de Bobigny. On écoute un extrait. On n'a pas la preuve que des enfants ont été formés aux armes, en fait, au combat. En revanche, il est probable que dans certaines situations, des enfants aient pu être exposés à des images extrêmement violentes. Tout l'enjeu étant de savoir si c'était une exposition volontaire de la part des parents, à travers notamment des vidéos. Il n'y a pas que des vidéos, il y a aussi, ils ont sans doute assisté à des choses dans l'espace public quand les parents sortaient. Parce que c'est vrai que quand on entend les mères, on a l'impression que les enfants restaient cloîtrés. On sait bien qu'ils sortaient et que donc ils assistaient à ce qui se passait dans l'espace public. Et dans l'espace public, on assistait aussi à des décapitations, à des choses extrêmement graves. On se dit que les enfants ont pu voir ça. Vous avez posé ces questions aux enfants de Gladys ? Alors on a posé ces questions aux enfants de Gladys de manière détournée parce qu'encore une fois, on est journaliste mais on est aussi des mères et c'est pas forcément des questions qu'on pose directement à des enfants de 3 et 6 ans. Parce que je le rappelle, la question n'est pas tant de savoir ce qu'ont fait les enfants que ce qu'ils ont vu parce qu'ils sont essentiellement petits. Pour la grande majorité d'entre eux, ils ont moins de 6 ans. À moins de 6 ans, on n'entraînait pas, même chez Daesh, les enfants à la Kalachnikov. En revanche, ils ont certainement vu des choses terribles et ils n'en parlent pas. Mais pas seulement à nous, ils n'en parlent à personne, ces enfants-là. Ils sont pas prêts, ils n'en parlent, ou alors seulement de manière détournée, mais ils n'en parlent ni à leur mère, ni à leur psy, ni à leurs éducateurs. Alors avant d'être des potentielles bombes à retardement, comme on dit, ce sont d'abord des enfants traumatisés. Écoutez cet échange entre personnel de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE de Seine-Saint-Denis. Ce sont des enfants qui ne s'exprimaient pas par la parole, mais qui présentaient quand même des traumatismes importants, qui étaient essentiellement déclenchés par les bruits, tous les bruits. Ça remonte beaucoup, ça. La sensibilité au bruit, sursaute. Le bruit de l'aspirateur, c'était des hurlements, le sèche-cheveux, des hurlements, une cuillère qui tombe, des hurlements. Un enfant peut dire, si par exemple sa tata est pas là, tata elle est partie à la guerre. Dire, où t'as ton calache ?
des choses comme ça, mais sans raconter. Elle est où ta Kalash Certes, c'est pas du tout une question neutre. Normal. Mais ça veut pas forcément dire que c'est lui qui les nettoyé le soir, quoi. Gladys raconte qu'elle a vu les gens de Daesh, qu'il y avait des armes, et à aucun moment elle ne remet en cause ce qui se passait là-bas. Pour quelle raison ? Bon, après, là, je peux pas parler en son nom, mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, Gladys est une jeune femme qui attend son procès. Donc, je veux dire, ce qui m'a frappé, c'est pourquoi vous n'avez pas parlé de ça avec elle. Ou alors vous en avez parlé et vous l'avez pas gardé au montage, ou alors vous n'en avez pas parlé dans les deux cas. Pour quelle raison ? Alors, on en a parlé, évidemment. Et alors, pourquoi vous l'avez coupé au montage ? On l'a pas coupé au montage. C'est-à-dire que même avec nous, je pense qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'est établie avec Gladys, mais même avec nous, c'est pas quelque chose dont elle a souhaité parler. Donc vous avez parlé avec elle, elle n'a pas souhaité en parler. Donc vous ne lui en avez pas parlé. Non, on en a parlé, mais voilà. C'est pas au montage. Moi, je considère qu'on n'était pas dans une enquête un petit peu choc où on voulait sortir les vers du nez à quelqu'un. Cette femme, elle nous a plus intéressés en tant que mère de ses enfants qu'en tant que djihadiste repenti ou non. Oui, mais vous comprenez bien qu'il y a un contexte. Si ces enfants ont peur, c'est parce que certains, à tort peut-être, les voient comme des futurs potentiels terroristes plutôt que de simples enfants. Bien sûr, mais ce qui est très difficile à concevoir, je pense, pour le public, et j'espère que ce film contribuera à peut-être un petit peu ébranler certaines convictions, c'est que d'une part, ces mères, pour la plupart d'entre elles, étaient très jeunes. Donc concrètement, elle est partie à 19 ans, cette fille, avec un enfant, elle en a fait un autre là-bas, et elle est rentrée avec des enfants qui avaient 2 et 4 ans. Ça lui semble complètement fou que ses enfants, le deuxième, elle l'allaitait encore, il n'avait pas tout à fait 2 ans, elle l'allaitait encore quand il est arrivé, avec elle à Roissy. Ça lui semble fou, en fait, qu'on parle de ses enfants à elle comme des bombes à retardement ou des terroristes. Bien sûr, oublions ce terme de bombe à retardement que je n'endosse pas. En revanche, je voyais bien que ce ne sont pas des enfants comme les autres, puisqu'un enfant qui se met à paniquer parce qu'il entend une porte qui claque, c'est que c'est pas un enfant ordinaire. Évidemment, ce sont des enfants traumatisés, et encore une fois, on ne répond pas à la question de savoir s'ils deviendront dangereux ou pas, ces enfants. Bien sûr. Plus tard. En revanche, ce qui est certain, et moi je le pense profondément, c'est plus le temps passe et plus on perd du temps avec ceux qui sont encore en Syrie. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Il faudrait faire un rapatriement massif. Il y a une réunion, on voit je ne sais plus qui, quelqu'un qui s'occupe d'une association humanitaire et qui dit ça va être du cas par cas, et ça avait l'air de déplaire aux gens qui étaient là, alors que on a plutôt l'impression, benoîtement, que ce qui semble juste, c'est le cas par cas, et non pas des grosses fournées. Ou est-ce que je me trompe ? Ça dépend du point de vue. Le vôtre. Le mien, moi, j'ai pas de point de vue à défendre dans ce film. En revanche, j'ai passé 2 ans avec des grands-parents désespérés. Des grands-parents qui sont en contact quotidien avec des enfants qu'ils ont vu grandir, pour certains en France. Le petit Nassim, qui est dans le film, il va avoir 10 ans cette année. Donc il a passé la moitié de sa vie sous Daesh, c'est vrai. Mais il a aussi passé la moitié de sa vie en France, cet enfant-là. Donc on fait pas du cas par cas avec les enfants français sur notre territoire. Pourquoi on fait du cas par cas avec les enfants français à l'étranger ? Vos témoins, c'est Lydie et Patrice, Julie, c'est leur fille unique, Marc et Suzanne, Gladys, la maman seule. Et ce qui m'a frappé, tous les intervenants ont des prénoms bibliques. Pourquoi il n'y a aucune famille maghrébine dans le documentaire ? Est-ce que c'était un choix de votre part, ou est-ce que vous avez essayé d'en avoir et vous n'avez pas obtenu ce genre de témoignage ? Alors c'était pas un choix. Là, on a fait avec les personnes qui ont accepté de nous répondre. Elles ont été très très rares. Gladys a peut-être un prénom biblique, c'est pas son vrai prénom. Je sais. Mais son véritable prénom n'est pas musulman, en revanche elle est musulmane, elle est née dans une famille musulmane. D'accord, je termine cette question. Il y a ce paradoxe, on veut pas scolariser des enfants parce qu'ils parlent trop de Daesh, ce qui raconte les gens qui s'occupent de l'aide à l'enfance. Alors on les isole, mais justement si on les isole, ça empêche qu'ils s'intègrent, donc que faut-il faire ? Alors cette interview-là, elle a été réalisée il y a un certain temps déjà, et je crois que depuis les choses ont un tout petit peu évolué, donc évidemment on ne met pas l'enfant à l'école tant qu'il représente un danger pour lui-même en vérité, parce que à trop parler de Daesh sans se rendre compte à quel point ça peut faire peur, il peut ne pas avoir de copains, être stigmatisé. Mais ce qu'on voit avec les enfants de Lydie et Patrice, l'aîné de ces petits-enfants, celui qui a ce regard dans le vide quand il rentre en France, 1 mois après il est dans la cour d'école et ça se passe très très bien. Merci beaucoup Hélène Lamtrong, vous co-réalisez ce documentaire avec Sophie Parmentier, je crois qu'il est produit par Fabienne Servan-Schreiber, ça s'appelle Daesh, les enfants du soupçon, c'est à voir ce soir sur France 5, je l'avais pas dit, c'est à 20h50.